Yaorana et bienvenue dans Manava. La semaine dernière, nous avons parlé de l'accessibilité des services publics aux particuliers, mais n'oublions pas que ces mêmes services sont aussi indispensables aux entreprises du Fénois. Comment répondent-ils à leurs demandes ? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Stéphane Chinloy, qui est entrepreneur et président de la CCISM, Solange Calissi, directrice des impôts et des contributions, Fabien Dubois, qui est chargé d'études à la DMRA, et William Joseph, chargé de projet numérique à la DMRA également. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous accueillir. Bonjour. Merci. Stéphane, première question pour toi. Quelles sont les attentes des chefs d'entreprise vis-à-vis des services publics ? Disons, beaucoup de simplification et beaucoup plus de proximité, ce qu'on fait depuis quelques années. Mais l'objectif 2023, c'est vraiment d'aller vers la dématérialisation, vers du tout numérique et notamment en faveur de nos jeunes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés dans tous les archipels. Donc c'est un contexte assez compliqué. Plus d'accessibilité. Solange, toi tu diriges un service, enfin même plus qu'un service qui est assez complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est la DICP ? Alors la DICP, Direction des impôts et des contributions publiques, c'est un service de l'administration qui gère justement la fiscalité et de ce point de vue qui gère la situation des entreprises, des particuliers et qui a pour mission d'asseoir l'impôt, c'est-à-dire de faire les calculs de l'impôt, de faire du recouvrement également puisque nous avons un poste comptable qui est pour l'encaissement de la TVA en particulier et de la contribution pour la solidarité. Et nous avons également une équipe chargée de la légistique pour faire les textes et les lois de pays pour une meilleure visibilité et également une meilleure simplification de la fiscalité en Polynésie. William, question, les entreprises se sont-elles rapidement orientées vers les services numériques ? Est-ce que tu as vu qu'il y a une migration qui s'est faite assez rapidement ? Oui, tout à fait. On a notamment connu, comme tout le monde, la crise Covid. Et ça a été, entre guillemets, un catalyseur de la dématérialisation dans le sens où ça a motivé les services, on n'avait clairement plus le choix, à dématérialiser leurs démarches. Et les premières démarches qui ont été dématérialisées, ça a été notamment les démarches d'aide aux entreprises pour recevoir des aides financières, pour permettre aux entreprises de survivre. On a dématérialisé ces formulaires-là grâce à la plateforme qui a été mise en place par la DMRA en partenariat avec notre service informatique, notre DSI. Qui s'appelle mesdémarches.pf, que normalement les usagers commencent à connaître. Oui. Et voilà. Donc on a eu vraiment un pic énorme d'utilisation, notamment pour les entreprises qui ont fait leurs demandes. Bon, ça a été un mal pour un bien, quoi. Oui, c'est ça. Ça a permis à pas mal de gens de se rendre compte qu'on pouvait faire pas mal de choses sans se rendre dans les bureaux. Exactement. Ça a lancé une vraie dynamique auprès des administrations, des services et aussi des usagers qui voulaient trouver des alternatives à l'accueil physique, quoi. Fabien, pour le Fallen Natira, est-ce qu'il y a des formations qui ont été faites spécifiquement pour le personnel ? Oui, en effet, les agents des Farina Tira ont été formés par nos services partenaires, donc la CCSM, la DEPAM, CCSM, la Chambre de commerce et d'industrie, des services et des métiers, la DEPAM, c'est la délégation polynésienne aux affaires maritimes, et puis d'autres services. Ils ont été formés en immersion également dans les services pour bien comprendre d'abord le fonctionnement interne de ces différentes directions, et ensuite dans les démarches pratiques qui sont proposées au sein des Farina Tira. Ce qui n'est pas simple quand même, parce que vous regroupez au sein du Fallen Tira plusieurs services, donc les personnes doivent être à même de comprendre ce que fait ce que font chaque service et l'expliquer ensuite. En effet, densité de la formation. Oui. La formation a été très dense, dans un temps assez réduit parce que c'était sur une semaine. Donc félicitations aux agents actuellement dans les Farina Tira parce que ce sont beaucoup d'informations à absorber. C'est pas une mission simple. Non, c'est pas une mission simple. Alors il faut savoir que quand même dans les Farina Tira, c'est de l'information de premier niveau. Donc on ne demande pas des expertises. Après, les professionnels peuvent être orientés vers des experts beaucoup plus compétents. Donc c'est une information de premier niveau et ensuite une orientation vers les services compétents si besoin. William nous expliquait la semaine dernière qu'il y a cette notion aussi de visioconférence qui peut être mise en place. Oui, en effet. À la base, les objectifs du Farina Tira, c'est pour répondre à deux problématiques essentielles. Premièrement, l'éloignement de certaines personnes des urbanités et des centres urbains où les services administratifs sont présents, avec une congestion des services administratifs en plus dans ces centres urbains. Et la deuxième difficulté qui existe, c'est le non-accès des fois chez soi à un ordinateur,
à pouvoir. Donc on dématérialise d'un côté, mais si les gens n'ont pas ce qu'il faut pour faire ça chez eux, ils ça peuvent pas bloque le aussi, faire. ça n'a pas de sens non plus. Donc l'objectif du Farina Tira, c'était de répondre à ces deux problématiques. Bon, là, en l'occurrence, on est pour les entrepreneurs. Très souvent, les entrepreneurs peuvent avoir leurs petits entrepreneurs ou grosses sociétés ont évidemment du matériel informatique. En effet, tout à fait. Et donc les Farina Tira vont avoir d'abord un public privilégié qui va être des tout petites entreprises, des patentés dans l'artisanat, dans l'agriculture, qui ont Qui, une eux, expertise peuvent se retrouver, technique, voilà, oui. mais qui ont peut-être un peu plus de difficultés dans les démarches administratives. Donc ils peuvent être accompagnés au sein des Farina Tira. Et ça les aide, ça leur fait gagner du temps. L'important pour eux, c'est d'abord de gagner du temps. Donc ils gagnent du temps parce que c'est proche, et ils gagnent du temps parce qu'ils sont accompagnés pour comprendre la démarche et la faire. Stéphane, comme Solange nous a expliqué ce qu'était la DICP, mais est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce qu'est la CCISM ? La CCISM, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, c'est la plus vieille institution de Polynésie, créée le 30 juin 1880, au lendemain de la signature du protectorat créant les établissements d'Océanie à devenir français. Pendant toutes ces années, donc on va rentrer dans notre 143e année d'existence, avec une particularité. On est un établissement public administratif et simplement à caractère particulier. La gouvernance, ce sont des chefs d'entreprise et tous les salariés relèvent du droit privé par rapport à un EHPAD tel qu'on le connaît. Donc c'est justement cette orientation professionnelle que nous avons qui nous permet d'orienter nos actions. Bon, actuellement, c'est d'aller vers plus de flexibilité, les prises de rendez-vous et autres, et même la constitution des dossiers. L'objectif, comme je vous le disais, 2023, c'est de pouvoir la rendre accessible à tous les concrètement, si je veux créer une société, si je ne sais pas comment, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment la structurer en termes d'inscription, tout ça, je viens à la CCSM, je prends rendez-vous et vous allez me mettre en contact avec quelqu'un qui va m'expliquer tout ça ? Avec le Farina Tira, on peut avoir un rendez-vous privé, donc on prend un rendez-vous pour une date bien précise et là, une visioconférence directement avec un agent, et bon, que ce soit Papara ou Hitia et par la suite dans les archipels. Mais sinon, on se repose aussi. Par exemple, il y a une communauté des communes de la presqu'île, Terihamanu, où je veux dire, est accessible des visios, soit pour faire de la formation, soit exactement le même principe que le Farina Tira, bon, de pouvoir échanger et même aller plus loin, puisque bon, la palette de services que la Chambre met en place, que ce soit au niveau de formation, au niveau des ateliers relais, au niveau des chambres froides, au niveau du doctorat. Donc on a un panel d'activités. Ouais, c'est très large. Hein. Ouais. Oui. Oui, quand j'ai fait quelques petites recherches, je connais la CCSM comme tout le monde, mais en allant plus en amont pour regarder ce que vous faites, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont proposées. Les ateliers relais, bon, ceux qui ont besoin, il y a 3 ateliers relais et d'autres qui sont en construction. C'est de pouvoir répondre un petit peu à ces besoins spécifiques de nos chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise. Oui, parce qu'en plus, vous devez prendre en considération, comme tu disais tout à l'heure, que ça va du patenté jusqu'aux très grosses entreprises. Donc les demandes ne sont pas les mêmes. La diversité de profils, comme tu disais. Donc William, j'imagine que là, il y a une belle gageure aussi. Il y a un gros challenge. Oui, c'est ça. En fait, nous, le challenge dans la dématérialisation, c'est aussi vraiment venir répondre à tous les besoins et être compris, être compréhensible par tous ces publics différents. C'est pour ça que dans la dématérialisation, il y a une phase aussi de simplification, de vulgarisation. Dématérialiser une démarche, un formulaire, c'est pas prendre le formulaire, le mettre en ligne dans un. Oui, parce que si on ne sait pas le remplir, on ne saura pas plus le remplir en ligne qu'en papier. C'est ça, c'est vraiment réfléchir à simplifier le langage, simplifier la démarche aussi, et voir s'il y a des choses à supprimer ou pas, tout simplement. L'administration, c'est une grosse machine qui a eu beaucoup tendance à accumuler beaucoup de strates dans ses process. Donc la phase de dématérialisation, c'est aussi une phase profitable pour nous, où on a intérêt à en bénéficier, enfin à réfléchir, à se dire, ok, à l'époque, il y avait 10 phases, il y avait 10 étapes à ce process-là,
c'est bien si on commence à en supprimer en même temps qu'on dématérialise. Donc on essaie de faire le double effet qui se coule de la simplification et de la dématérialisation. Solange, dans le cadre de la DICP, parce que c'est même plus qu'assez complexe, c'est complexe. Est-ce que tous les services peuvent être simplifiables et est-ce qu'on peut donner accès à l'ensemble des services via une plateforme numérique? Alors, pour ce C'est qui une question en concerne... tiroir. Hein. Oui, alors pour la DICP, oui, on essaye de simplifier au plus. On a commencé déjà en 2017 en créant le premier téléservice fiscal au INI e-service pour faire ses déclarations en ligne en matière de TVA, que la TVA soit payante, en crédit ou en demande de remboursement. On avait déjà cette possibilité. Et vous avez vu, alors je vais te poser une question, au fur et à mesure, vous avez vu un changement, vous avez vu pas mal d'entrepreneurs se dire, ah ben tiens, ça va être plus simple. En Oui. général, les comptables. On a vu ainsi de suite. une progression dans la simplification, mais on a vu également qu'il y avait un peu un paradoxe, puisque au INI, on s'inscrivait en ligne, mais après, il fallait confirmer en venant sur place à la DICP pour confirmer, oui, c'est bien moi qui ai fait la demande, je m'engage. Il y avait ce qu'on appelle un face-to-face pour contrôler. Et on a bien vu que ça posait problème puisque ça ralentissait le processus d'adhésion puisque Oui, le les processus qui devait personnes, être rapide était voilà, de nouveau ralenti. en fin de compte, voilà, on le ralentissait du fait pour une volonté de sécuriser justement les échanges. Et là, on a créé en début d'année une plateforme Mes Impôts. Et là, c'est vraiment en quelques clics. Oui, c'est super fluide. Voilà, je suis allé voir dessus et je l'utilise aussi, tout c'est à super fait, fluide. Ouais. Et voilà, c'est la volonté de simplifier. Et après, c'est à tiroir puisque on a commencé par là. On a fait également de la télédéclaration en matière de contribution pour la solidarité l'année dernière. On a également mis l'imprimé de contribution de solidarité territoriale sur les salaires également en ligne, en télédéclaration. Et là, avec Mes Impôts, on va aller plus loin puisque on est juste dans la V1. On a déjà plus de 500 adhérents en moins d'un mois, donc c'est déjà très positif pour nous. Ça vous avez s'adresse... aussi, là, vous avez numérisé, mais vous avez aussi simplifié l'accès au guichet, puisque, pareil, pour devoir y aller, on a vu l'avant, l'après. Hein. C'est-à-dire qu'on a un seul guichet et Tout c'est à fait, super hein. rapide. On est parti sur le guichet unique au point de vue fiscal. On ne fait plus passer les gens d'un étage à l'autre, d'une cellule à une autre. On les reçoit en un seul et même lieu pour leur parler de leur situation personnelle, impôts fonciers, CST multirevenus. Mais on est également là pour tous les patentés, les professions libérales qui prennent leur patente à la DICP, comme les patentés commerciales qui se patentent à la chambre de commerce et après qui viennent à la DICP pour toutes leurs formalités fiscales. Et c'est efficace, hein, parce qu'avant, c'est vrai qu'on se disait, si je dois y aller, il faut que je bloque 1 heure et demie, parce qu'il y a des choses à faire. Là, maintenant, un quart d'heure, 20 minutes, super fluide. Hein. C'est Merci. efficace. Oui. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Stéphane Chinloy, entrepreneur et président de la CCISM, Solange Calissi, directrice des impôts et des contributions, William Joseph, qui est chargé de projet numérique pour la DMRA, et Fabien Dubois, qui est chargé de projet pour la DMRA également. Solange, alors on connaît l'importance du contact en Polynésie, et on aime avoir un interlocuteur, mais est-ce que la modernisation des services ne risque pas justement de déshumaniser les services publics ? Alors, vu l'importance, comme vous le disiez, du contact humain en Polynésie, on met tout en œuvre justement pour préserver le contact. Pour ce qui concerne la DICP, on est ouvert tous les jours au public de 7h30 à 12h30. Après, on fait également de la prise de rendez-vous en après-midi. On a également un accès via Teams, en visioconférence pour ceux des archipels éloignés. Mais voilà, vous avez aussi des antennes dans les archipels ? On a une antenne aux îles sous le vent et après on bénéficie justement du réseau des Tavanahau qui représente les services de l'administration polynésienne. Mais voilà, on n'a pas perdu de vue que le contact est primordial et la simplification va vers la dématérialisation.
mais pas à tout prix. On ne va pas que vers la dématérialisation, on garde également le contact physique avec nos usagers contribuables, justement pour les écouter, parce qu'il y en a qui viennent pas que pour faire leur démarche fiscale, ils ont besoin d'avoir un peu de présence. On a ça avec les retraités qui viennent faire leur déclaration de CST multirevenus, également des Matayapo qui viennent pour leur impôt foncier. Donc on voit très bien que le contact est primordial dans la culture. De rester Tout présent, à fait. quand même. Et ça, ça reste central au niveau de la DICP. Oui, William. Ouais. Si je peux rebondir, je dirais que le contact humain physique est important, mais dans la dématérialisation, c'est important aussi de savoir que derrière, c'est aussi Oui, des c'est pas un humains. robot qui C'est traite, pas un c'est robot. aussi un humain, bien Exactement. sûr. Quand vous remplissez un formulaire dans mes démarches important de ou le dire, dans d'autres plateformes, derrière, il y a un être humain qui est dans son service, un instructeur, qui va vous répondre comme un humain. Donc, Oui, simplement, au lieu de vous recevoir c'est ça. en face-to-face, il va traiter votre dossier, mais différemment, mais de la même façon, enfin différemment Vous techniquement. n'êtes pas traité un robot qui génère tout automatiquement, ça reste des humains derrière sur un canal différent. Mais c'est vrai que j'insiste parce qu'en Polynésie, c'est important. On aime pouvoir avoir l'interlocuteur Chaleureux, oui. voilà cette notion de chaleur humaine et ça peut aussi rassurer. C'est tout bête, mais et surtout, je dirais, les Matayapo ont besoin aussi qu'on leur explique et quelquefois de reproduire l'explication, donc ça a du sens aussi. Une mise en confiance, voilà. Fabien, au sein de Farenatira, quels sont les services publics qui sont le plus sollicités? Alors, par les professionnels, très logiquement, Pour les professionnels, bien sûr. c'est la CCISM. Pour les nouveaux professionnels, nouveaux chefs d'entreprise, parce qu'on leur permet de créer leur entreprise au sein des Farenatira. Après, il y a également beaucoup d'entreprises qui vont utiliser le service de la direction polynésienne des affaires maritimes, le Revatua, qui permet maintenant le connaissement maritime à distance. Donc ça leur fait gagner énormément de temps, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire un connaissement maritime au quai pour envoyer dans un archipel. On sait qu'il faut prendre 2 heures au minimum. C'est particulier, donc ça c'est une grande avancée. Et puis également des professionnels du tourisme, des pensions de famille, puisque le service du tourisme est un partenaire de Farenatira, donc pour faire des demandes de financement, des aides, des demandes de classement tiaré, voilà, les principaux usagers professionnels des Farenatira actuellement. Et c'est plutôt, on va dire, plutôt des patentés ou des petites entreprises ou les artisans. En effet. Les c'est grosses plutôt entreprises ont une structure différente. Également, en effet. Ils n'ont pas besoin de Farenatira, mais ce n'était pas le public visé, les grandes entreprises. C'est vraiment les personnes plus éloignées du monde administratif qui étaient particulièrement visées par le Farenatira. Là, on parle de Tahiti, mais est-ce que vous avez aussi un bon retour sur les archipels? Alors, pour le moment, Farenatira n'est pas encore déployé. Alors on espère partout. avoir un bon retour. Actuellement, on a 2 Farenatira à Papara et à Itia qui sont des projets expérimentaux qu'on a fait à Tahiti. Question de logistique, de plus facile, même si Papara et Itia sont également des lieux assez éloignés de Papeete, et notamment Itia, la côte est, et une présence de l'administration très lacunaire. Il y a une forme d'isolement aussi. Donc il y a une forme d'isolement, donc c'était absolument pas idiot de s'y mettre. On va en déployer un très prochainement à Taravao, dans le centre administratif qui existe déjà actuellement à Taravao, donc il y aura un Farenatira. Et évidemment, là en 2023, l'objectif c'est de se déployer dans les archipels à partir de milieu de l'année 2023. Des Farenatira, au moins un pour cette année dans chaque archipel. Dans chaque archipel, je précise, dans les îles où les Tavanao, les circonscriptions ne sont pas présentes. Oui, donc vous êtes complémentaires. Voilà, pour être complémentaires. William, la DMRA existe depuis 2014, c'est Ouais. ça? Elle a été créée depuis 2014. Et est-ce que tu vois, par rapport aux objectifs de départ, tu vois une vraie progression? Tu vois que les choses se mettent dans le bon sens et que le public adhère? Oui, globalement, il y a un enthousiasme réel, alors autant côté usager, mais côté surtout administration et services. De plus en plus, on a, dans le cadre de projets tels Farenatira, on a de moins en moins de difficultés à convaincre les autres à rentrer dans l'aventure. Et c'est assez motivant d'avoir vraiment des compagnons de route pour faire tout ça, quoi. Donc oui, depuis le début, et puis on est de plus en plus sur des grandes thématiques comme la dématérialisation, l'innovation publique, ce genre de grosses thématiques. Et on est obligé de suivre notre temps de toute façon, mais globalement, on s'oriente de plus en plus vers du numérique, sans oublier le physique, mais on garde, on essaie d'avoir une dynamique qui est plus prononcée qu'au départ de la DMRA, c'est certain. On va dire que le produit a été vendu, entre guillemets, là on est en train d'avoir de plus en plus d'adhérents. Il y a une inertie, on va dire. C'est ça, exactement. Stéphane, on a donc là sur les différentes possibilités qui sont faites en dématérialisation et en accès, on a tous été au courant d'un problème concret qui était le CABIS par exemple.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et surtout comment ça va être réglé? Disons, c'est un sujet d'actualité. Donc, depuis 2004, le pays est devenu compétent pour la reprise du registre de commerce des sociétés qui dépendait de l'État, de la chancellerie. Bon an, mal an, l'État continue à assurer ses missions et là, depuis quelques années, le pays cherche à reprendre la compétence, sauf que un retard assez important a été pris et les dernières décisions de rallonger ces délais font que, je donne un exemple tout simple, chaque année on a entre 2000 à 3000 nouvelles immatriculations. Si vous attendez 10 mois minimum pour avoir votre existence juridique, en fin de compte, le CABIS vient justement justifier de l'existence, donc du démarrage de votre entreprise. Vous faites quoi pendant les 10 mois? Sans CABIS, vous ne pouvez même pas ouvrir un compte en banque. Oui, on le demande quasiment dans toutes les démarches administratives. Les appels d'offres et autres, vous voulez avoir un TPE, vous êtes dans un secteur alimentaire, tout est bloqué. Et là, c'est simplement pour les immatriculations. Parfois, vous avez des ventes, il vous faut un certificat de non-nantissement. Et ensuite, pour ceux qui veulent modifier la gérance, par exemple, d'une entreprise et tout ça, le délai est passé à 18 mois. Donc, pendant 18 mois, vous avez le temps de changer de vente ou de changer de gérance avant que vous ayez le CABIS initial. Donc, beaucoup de problèmes. Nous avons vu le commissaire qui, justement, veut aller dans le bon sens. Et là, on attend que le pays se prononce et justement donne des solutions satisfaisantes pour la réduction de ces délais. J'ai pris cet exemple-là justement pour que il est concret, puisqu'on l'a vu dans les actualités. Donc, ça permet aussi de montrer que les services travaillent pour améliorer les choses. Actuellement, par exemple, que ce soit l'ordre des notaires, l'ordre des avocats, les banques sont en difficulté. Comment, lors d'une transaction, comment payer l'acheteur si les vérifications juridiques ne sont pas faites en amont, s'il n'y a pas un nantissement ou autre. Donc c'est un blocage qui est fait actuellement. Et nous attendons quand même une meilleure solution, notamment un raccourcissement de ce délai. L'idée, c'est de pouvoir aller demander le CABIS et de ne plus attendre des mois. Alors avant, c'était 2-3 mois. Hein. C'était un trimestre en général. Pour le CABIS, c'était 3 mois. Et là, l'idée, c'est encore de raccourcir. On va pouvoir y arriver. Actuellement, le délai qui a été annoncé de 10 mois pour une immatriculation. Et si vous faites une modification, c'est de 18 mois. Donc, je me mets à la place de l'ensemble de ces chefs d'entreprise et qui ne peuvent pas démarrer, qui ne peuvent pas vendre, et que ce soit au niveau des avocats, des notaires et des banques, qui font des prêts et tout ça sans pouvoir débloquer les fonds. Donc vous voulez investir, vous voulez acheter du nouveau matériel, le prix va être bloqué tant que vous ne montrez pas patte blanche. Ouais. Bon, c'est exactement le genre de sujet qui met en avant que justement simplifier l'accès n'est pas si facile que ça, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, aussi c'est des strates, c'est des années aussi de façon de faire qu'on doit modifier. Au sein de la DICP, est-ce qu'en interne, tu as senti que le personnel était motivé, ou quelques-uns se sont dit attends, il va falloir peut-être que je réapprenne ou que je modifie ma façon de travailler? Alors, la fiscalité étant changeant chaque année, non, on a des équipes qui sont tout à fait au fait d'une remise en question, de vouloir à chaque fois mieux faire, simplifier les méthodes, les process que l'on a en interne. On réécrit nos process, on les actualise en ce sens.
Et non, les équipes, Ouais, vous elles êtes sont flexible, vous vraiment... êtes habitué, Tout à de toute fait. façon. Les équipes, elles sont partantes et elles mettent beaucoup de bonne volonté, justement, puisque on est au service de la population et justement des entreprises, des patentés, etc., pour leur faciliter la vie. Ça fait en sorte d'être très réactif. Tout à fait. William, est-ce que au sein de, bon, avec les différentes expériences, est-ce qu'au sein de ces différents services, tu as vu aussi la mentalité évoluer pour justement s'adapter de plus en plus? Oui, il y a une vraie dynamique, comme le disait Solange, où les gens sont prêts à changer. Alors après, je dirais qu'il y a différentes typologies de services également. Et, c'est assez hétérogène. Il y en a qui sont très en avant de leur temps, entre guillemets, qui sont très précurseurs, qui sont prêts à essayer des choses et qui sont tout de suite les premiers à être volontaires sur oui, une plateforme, oui, je veux bien essayer ça. Donc ils sont très très en avance et heureusement qu'on on a les moteurs. Et on a d'autres qui sont un petit peu plus en retrait, on va dire plus craintifs. C'est aussi ça l'idée, quoi. C'est ok, on sait ce que c'est la dématérialisation, on sait ce que c'est la modernisation, mais on ne sait pas encore vraiment ce que ça peut impacter dans 5-10 ans juridiquement pour mon service, qu'est-ce que ça peut faire. Donc il y a certaines petites craintes, on va dire, où les gens ont besoin d'un peu plus de temps en fait, pour se lancer. Et c'est là où c'est important d'avoir des précurseurs pour un peu tirer le train, le wagon. Puis j'imagine aussi que si on a a 25 ans dans un service, il y a aussi il y a une notion générationnelle. Quoi. Oui, Ça, exactement. faut On parlait remettre pas d'inertie mal de tout à l'heure, choses. il y a Voilà. l'inertie aussi à ce niveau-là, individuelle. Donc nous, c'est aussi le travail que fait la DMRA, c'est un vrai travail d'accompagnement des services sur l'accompagnement au changement, justement. Réfléchir leur processus, revoir leur manière de travailler, entre guillemets, et c'est là tout le cœur de notre mission. On essaie de mener. Mission intéressante, mais en plus c'était ce que le président a aussi mis en place, en tout cas il nous en a parlé dans ses vœux pour 2023, donc ça fait partie des grandes missions, des objectifs à mettre en place. On en a parlé la semaine dernière, on en parle cette semaine, on voit que les choses avancent et quand on voyage on peut se rendre compte qu'on a une administration qui est pas si mal que ça, hein, parce que quand on va voir ailleurs et qu'on a affaire à l'administration, c'est beaucoup plus compliqué, donc merci à vous, C'est merci de nous avoir expliqué un petit peu tout ça et de nous avoir vulgarisé le propos. Et puis on va avancer, puis on va vers du meilleur. Donc, Exactement. c'est une C'est très bonne parfait. chose. C'est ça. C'est la vision. C'est une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée sur TNTV et à demain.